Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Aurore Éternelle, le podcast de l'Auberge des Univers. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la découverte de l'univers de Night. Bonne écoute! L'étage de ténèbres, rivières, lacs et océans d'obscurité. Et puis, dans des lieux jusque-là épargnés, des taches d'obscurité, comme des endroits où la nuit ne voulait pas lâcher prise, sont apparues partout sur le globe. Fort heureusement, elles étaient souvent de petite taille, comme de simples lacs, s'étendant sur quelques kilomètres seulement, parfois sur une petite ville, et durant rarement plus de quelques jours. Lors des éclosions de ces rivières, lacs et océans de ténèbres, comme le disait le docteur Nyakate, des créatures inhumaines enlevaient des gens pour les emmener dans l'inconnu, tandis que d'autres cédaient au désespoir, ruinant des communautés entières par leurs actes barbares. De temps à autre, des événements surnaturels comme des pluies de cendres ou un froid extrême frappaient les territoires à l'intérieur de ces taches. Des centaines sont apparues, partout. Fin 2034, on comptait plus de 300 éclosions, avec leur lot de disparus et de désespérés. Aucun gouvernement, aucune institution, personne ne semblait pouvoir faire quoi que ce soit face aux ténèbres qui envahissaient le monde. En décembre 2034, les organismes de statistiques dénombraient près de 600 millions de disparus et près du double de désespérés. La démence de ces derniers était d'ailleurs de plus en plus terrible. Tous semblaient vouloir anéantir l'humanité saine et s'adonner à des actes de violence et à des atrocités sans commune mesure. Viols, tortures et meurtres. Malgré les efforts conjoints du Nodashi et de nombreuses forces armées telles qu'Eurocorp, le Mona Molelo ou encore les restes de l'armée américaine, les désespérés continuaient d'apparaître. L'horreur. Les médias ont rapidement nommé tous ces phénomènes l'horreur. Poser un nom sur cette fin du monde a aidé la population à y voir plus clair et à se mobiliser. Les communautés isolées dans les lieux que l'obscurité noyait se sont organisées, au niveau local ou national. Les gouvernements ont débloqué des crédits, ont rendu leur infrastructure gratuite et tous leurs fonctionnaires ont bataillé pour aider les gens apeurés. Bien qu'elle restât encore abominable, la situation se calmait un peu. À la moitié de l'année 2035, moins de lacs de ténèbres parsemaient le monde, et, si les désespérés hantaient toujours la planète, la réponse menée par le Nodashi commençait à porter ses fruits. Et puis, en août 2035, l'obscurité a commencé à se retirer à certains endroits, laissant tout de même de grandes surfaces sous les ténèbres. Comme la marée descendante qui laisse parfois apparaître le cadavre d'un noyé, la lumière revenue a dévoilé des paysages complètement modifiés par l'horreur. Dans une partie de l'Afrique, la terre, les bâtiments, les pays, les villes avaient été gelés, comme soumis à des températures spatiales. Dans les rares centres de population, des statues d'humains et d'animaux congelés se dressaient sous le soleil blafard. Les premiers explorateurs de cette immense région ont subi de plein fouet des températures avoisinant les moins 70 degrés Celsius, et l'assourdissant silence de mort. Sans véritable raison, ce désert gelé a été nommé le territoire de la Dame. En Europe centrale, une pénombre froide assombrissait tout. De nombreux survivants qui s'étaient cachés sont réapparus, parmi lesquels de nombreux désespérés. La faune avait diamétralement changé, et même les animaux les plus dociles s'étaient changés en des parodies de créatures au corps monstrueux couverts d'une substance noire, aux dents et aux griffes acérées. Rapidement, des témoignages ont fait état de milliers de créatures volantes semblant presque nager dans des vagues d'encre en suspension dans l'air. D'autres encore ont affirmé que ces abominations du ciel annonçaient la venue d'un gigantesque monstre, semblable à un prédateur des abysses capable de dévorer un village entier. On a vite appelé cette région le territoire de la bête. En Asie, sur les restes du territoire du dragon asiatique, la nuit déclinante a révélé des paysages d'os, de peau et de sang. Partout, la terre, la végétation, les animaux, et parfois même les bâtiments, avaient été changés en des atrocités composées de chair et de morceaux de corps humains. Les arbres étaient faits de membres, leurs branches de veines au bout desquelles pendaient des yeux vivants. Le sol lui-même était jonché de mains levées, d'ongles tranchants ou encore de bouches garnies de crocs, prêtes à mordre la première personne passant à proximité. Beaucoup d'habitants qui n'avaient pas réussi à fuir la nuit s'étaient changés en monstres de chair, et les désespérés étaient devenus plus que des fous, mutilant leur propre corps, s'abaissant aux instincts les plus vils. Cette nature transformée, parodique, a sans doute été le pire mal infligé par l'horreur. Un mal qui occupe aujourd'hui presque les forces du Nodashi, 24 heures sur 24, et que l'organisation appelle maintenant le territoire de la chair.
Sur le sol des États-Unis, là où la peste rouge avait frappé, l'obscurité levée a révélé des mégapoles vides de presque tous leurs habitants. Les premiers rapports des renseignements ont indiqué que les machines étaient devenues vivantes, que les bâtiments semblaient se mouvoir pour reconfigurer les villes, et que, de temps à autre, dans les avenues des immenses cités, de monstrueux engins cyclopéens foulaient le sol en ruine. Rapidement, ces données se sont avérées exactes, et la zone a été déclarée zone noire, soumise à quarantaine et interdite d'accès. On a nommé cette zone le territoire de la machine. Seules les ténèbres du Proche-Orient ne se sont pas levées. Certains ont même dit qu'elles s'intensifiaient, elles formaient un océan de nuit, immobile, silencieux, et dont personne ne revenait jamais. Chaque nuit, ces régions souillées par l'horreur révélaient leur lot d'atrocités. Leur territoire corrompu semblait vouloir ou devoir s'étendre, et, peu à peu, la planète tout entière s'est mise à désespérer, alors que de nouvelles taches de ténèbres naissaient. Doucement, la fin du monde rongeait la planète. Subtilement, la température a baissé d'une dizaine de degrés sur toute la surface du globe. La végétation mourait peu à peu, et plus rien ne poussait sur la Terre, obligeant l'humanité à trouver des parades avec la création de milliers de fermes hydroponiques et l'accroissement de l'élevage. Les choses ont peu à peu perdu leur couleur, rendant les plus vives teintes, les plus éclatantes fleurs aussi ternes que si elles avaient été abandonnées depuis des années. Étonnamment, seules les œuvres d'art originales et les lieux où l'art était pratiqué ou vu, dans la salle de spectacle au musée, conservaient leur couleur vive. Malheureusement, peu d'artistes paraissaient avoir conservé leurs dons, leurs talents, et bientôt, l'art a presque totalement été oublié, comme si l'humanité en avait perdu le savoir, le sens, l'envie. L'espèce humaine a failli perdre la bataille pour sa survie. Le salut des immortels. Puis, au début de l'année 2036, les immortels se sont révélés. Au nombre de 24, on comptait parmi eux des chefs d'État, des hommes politiques ou des patrons de corporations multinationales, comme l'ancien président des États-Unis, Ethan Henry, le dirigeant de Canada Technologies, Iwata Kanada, ou encore le célèbre Ismaël Gellam, directeur de la Bird Corporation. Par les médias, télévision, journaux, internet ou encore réseau RA, réalité augmentée, chacun s'est localement présenté et a affirmé faire partie d'une organisation vouée à sauver le monde des ténèbres. Toute une frange de la population a crié au complot et a désigné cette organisation sous le nom d'Illuminati, de reptiliens ou autres. Certains ont trouvé ou fabriqué de fausses preuves sur la participation des immortels à l'horreur. Dans des villes comme Rio de Janeiro ou Johannesburg, des émeutes ont éclaté. Mais une autre partie de la population, celle plutôt située dans l'hémisphère nord, avait besoin d'un salut, d'une porte pour sortir de l'horreur. Inconsciemment, la plupart des gens de cette phase de la planète appréciaient, voire vénéraient les immortels, comme s'il s'agissait de l'ordre naturel des choses. Ainsi, quand certains immortels se sont suicidés, puis sont revenus à la vie devant la caméra pour prouver leur dire, seuls les femmes et les hommes les plus indépendants ou incrédules ont hurlé au canular. Les autres semblaient avoir trouvé la preuve que leur sauveur était de nature quasi divine. Bien entendu, les immortels ont précisé que c'était la science qui les avait rendus ainsi, et que ceux qui les servaient pourraient y accéder. Car ce qu'ont proposé les immortels à l'humanité n'a rien été d'autre qu'une vie de servitude. Les arches et les citoyens. Durant l'été 2036, les pays d'Occident, la Russie, plusieurs États d'Asie comme le Japon ou encore l'Australie, ont vu l'édification d'arches sur leur territoire. Au-dessus de certaines grandes villes comme Chicago ou Londres, plusieurs structures en forme de dôme ont commencé à être érigées sur ordre des gouvernements, sans que personne ne puisse protester. Le marché qu'ont proposé les immortels aux gens était simple. Les 24 hommes et femmes allaient faire de 24 des plus grandes villes du monde des arches et protégeraient ainsi tous ceux qui accepteraient de les rejoindre. Dans ces 24 villes, les grands dômes se sont allumés, capables de diffuser une puissante lumière destinée à repousser les ténèbres hors des arches à la moindre alerte. Aidé par le Nudashi, qui, bien que très occupé en Chine et ailleurs, a activement participé à leur soutien, le dirigeant du Nudashi, Iwata Kanada étant lui-même un immortel, les immortels ont organisé le salut de l'humanité qui les suivrait. Sur les 24 grandes cités du monde, de nouveaux immeubles colossaux se sont élevés et ont été terminés en un temps record grâce à une technologie avancée, celle des nanoconstructs. Avant la fin de l'année 2036, grâce à des plans en 3D, des machines microscopiques ont construit des arches à partir de matériaux simples qu'elles pouvaient modifier au niveau moléculaire. Avec de simples éléments recyclés,
ces cités sont devenues des arches immenses et ont été pourvues de plusieurs dômes de lumière. Tous ceux qui accepteraient de servir les immortels y seraient les bienvenus. Les frontières, pour ceux qui allaient se réfugier dans les arches, seraient abolies, et les troupes locales, comme celle du Nodashi, frapperaient violemment les pays qui refuseraient de coopérer. Protégées des ténèbres par des coupoles éclairées et amplifiant la lumière, les arches ont fait des centaines de millions d'adeptes, et, grâce aux nanoconstructs, elles se sont agrandies, jour après jour. Les gens qui sont venus pour y vivre ont été nommés citoyens, et on leur a implanté sous la peau une puce de reconnaissance d'identité. Marqués et perdant leur anonymat, les citoyens ont choisi la sécurité au prix de la liberté. Ils sont devenus des travailleurs, organisés en échelons selon leurs compétences. Les plus manuels et pauvres vivaient dans des habitats étroits, et les plus intellects et riches dans de magnifiques appartements au sommet des gigantesques forteresses, au plus près des dômes. On a placé un immortel et des conseillers à la tête de chacune des arches, et, entre leurs murs, la paix est revenue. C'est un fait. Il n'y a presque jamais eu de rébellion, et aucune tache de ténèbres n'est apparue dans une arche, ou très peu. Début 2037, la vingtaine d'arches abritait à elle seule à peu près 3 milliards de personnes. En 2037, l'hémisphère nord et l'Océanie ne comptaient plus vraiment de pays. Certaines arches s'étendant sur des centaines de kilomètres abritaient presque toute la population du pays où elle avait été construite, et il n'y a bientôt eu comme autorité que les immortels locaux. Même si les gouvernements des pays existaient toujours, si leurs membres travaillaient encore un peu, c'était surtout pour ne pas perdre la face. Comment diriger et administrer un pays et établir des lois quand une majorité de la population s'est réfugiée dans une arche d'un pays voisin, parfois même située sur 2 pays? Certains, qui désiraient rester libres, ont refusé de vivre dans les arches, et même s'ils étaient poussés à se réfugier auprès des immortels par les gouvernements et les autorités locales en train de s'éteindre, ils n'en ont pas démordu, s'organisant en petites communautés indépendantes pour tenter de se protéger les uns des autres des ténèbres et des désespérés qui ruinaient le monde. Les rebuts. Rapidement, ces personnes évoluant autour des arches et voulant rester libres ont été appelées rebuts, et leur lieu de vie nommé terriers par les citoyens, qui voyaient en eux des passéistes, voire des ennemis de la nouvelle humanité, celle qui servait les immortels. Bien rapidement, le terme rebut s'est généralisé, même pour ceux qui étaient concernés. Fiers d'être libres, ils n'hésitaient pas à s'opposer ouvertement aux immortels et aux citoyens. Dans certaines régions, plusieurs centaines de communautés sont devenues réellement sauvages, attaquant les convois voyageant d'arche en arche, d'autres communautés, ou encore des soldats isolés chassant les désespérés. Ces communautés-là n'ont pas longtemps résisté, et ont elles-mêmes cédé au désespoir, se laissant envahir par les ténèbres. Ce sont certainement les rebuts qui ont compris en premier qu'un soutien moral, une occupation constante, la solidarité et l'envie de vivre par-dessus tout permettaient de résister au désespoir. Dans leurs terriers, les rebuts résistaient, et si plusieurs communautés se sont rapidement éteintes à cause du manque de nourriture et d'eau, les autres demeurent encore bien vivaces. Mettre le rebut dans des cases est, aujourd'hui, encore compliqué, l'administration des immortels ignorant toujours combien ils sont et comment ils s'organisent. En 2037, les communautés de rebuts étaient généralement de très petite taille, vivant dans des abris à la sûreté toute relative, mais d'autres, immenses, avaient pris essor dans des villes, les fortifiant contre les ténèbres et les désespérés. Finalement, la présence des rebuts s'avère encore aujourd'hui salutaire pour les arches. Chaque communauté, chaque rebut capable de se défendre, retarde l'expansion de l'horreur. Le plus étonnant dans tout cela, c'est que ces gens sont fortement soutenus par les pays de l'hémisphère sud en termes de ressources et de moyens. Ceux qui se nomment eux-mêmes territoires libres sont en effet prompts à soutenir leur indépendance. Certains y voient un acte de défi envers les immortels, d'autres le respect et la protection de l'être humain. Les territoires libres. Il est difficile de parler des territoires libres sans entrer dans une suite de détails indigestes. Ces territoires sont formés par l'Indonésie et les îles de son pourtour, par les pays d'Amérique du Sud et par les pays d'Afrique situés au sud de la zone glaciaire. Leur chef de file est la NAU, dont les dirigeants, les officiels, les militaires et le peuple tout entier ont été abasourdis de voir des immortels révélés après la destruction des découvertes de Nyakate. Aujourd'hui, les pays membres de la NAU sont en froid avec l'hémisphère nord des immortels. Dans leur sillage, les pays d'Amérique du Sud et les îles océaniques se considèrent comme libres et indépendants. Le Brésil et l'Argentine, notamment, sont très liés à la nation africaine unie, avec laquelle ils commercent et échangent constamment. C'est un fait qui irrite quelques immortels. Ce Sud résiste aux ténèbres et à leur volonté. L'Afrique, bien que profondément touchée dans son cœur par l'obscurité,
centralise les volontés des territoires libres et tente de faire naître une alliance générale qui permettrait d'équilibrer la balance mondiale. Pour le moment, rien n'est encore acté, mais les choses avancent malgré les pressions venues de l'hémisphère nord. L'Amérique du Sud, particulièrement épargnée, a vu ses ressources financières et son PIB augmenter considérablement avec l'immigration de plusieurs milliers de personnages, de célébrités et de patrons richissimes en son sein. Le Pérou, la Bolivie et le Paraguay sont devenus des destinations de choix où poussent des villas, des centres de recherche, des usines ou encore des immeubles de bureaux défiant les cieux. Si la jungle devient peu à peu un cimetière de bois morts, le chanceux peut encore voir en Amérique du Sud des jardins colorés et quelques artistes pratiquants. Les îles océaniques, Australie mise à part puisqu'elle est sous le joug des immortels, sont dans une situation un peu plus complexe. Proche du pays QG du Nodachi, situé juste à côté d'immenses arches et à proximité d'un territoire où l'horreur règne, les îles ne doivent leur salut qu'au soutien de la NAU qui les fournit en diplomates, soldats, matières premières et même ressources technologiques grâce à la société U-Sigma. Bien qu'il n'ait pas réellement de puissance face aux immortels, les territoires libres constituent des acteurs majeurs dans la guerre contre l'horreur. Leur action, dans un futur proche, conditionnera sans doute l'avenir de l'humanité. C'est d'ailleurs depuis l'Afrique du Sud que les plus étincelantes armes de l'humanité contre l'obscurité est apparue. Voilà qui conclut le second épisode d'Aurore Éternelle. Je vous retrouve pour la suite de Night dans l'épisode 3. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. À bientôt, ciao ciao!